Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je réalise cette petite capsule aujourd'hui pour venir répondre aux questions que vous êtes nombreux de m'avoir posées. Des questions qui ont trait à deux sujets différents, mais qui tous deux ont la même origine. Ce sont ces théories qui circulent sur Internet. Ces théories, évidemment, posent des questions parce qu'elles viennent invalider ce qui peut nous être donné d'autre part par d'autres sources. Ces questions, elles tournent autour de deux sujets. Le premier, ce sont les masques. Le second, c'est cette théorie qui voudrait que le Covid-19 ne soit pas quelque chose de naturel, mais quelque chose qu'on nous aurait envoyé dans un but bien précis. Alors on va d'abord commencer par les masques, si vous voulez bien. Ce qui circule aujourd'hui sur les masques et qui prétend expliquer pourquoi il n'est pas bon d'en porter, ce sont trois choses. Il semblerait que le masque soit responsable d'hypoxie, d'hypercapnie et également qu'il serait absolument totalement inutile. Alors, reprenons les points un à un. Qu'est-ce que l'hypoxie? L'hypoxie, c'est un manque d'oxygène. Or, les masques chirurgicaux ne sont pas des dispositifs complètement clos, ils permettent absolument à l'air de passer. J'en veux pour preuve que je suis toujours vivante face à vous. Je suis une infirmière qui a travaillé pendant 26 ans dans les hôpitaux. J'ai très régulièrement utilisé des masques. Vous savez que dans les hôpitaux, c'est l'endroit où retrouver toutes sortes de bactéries, de virus, de microbes de toutes sortes. Je n'ai jamais rien contracté à l'hôpital. Je ne me suis jamais infectée de quelque manière que ce soit. Je portais le masque. L'hypoxie, qu'est-ce que c'est? L'hypoxie, c'est un manque d'oxygène. Pour pouvoir valider cette idée selon laquelle le masque produirait un manque d'oxygène, je vais tout simplement vous proposer de vous placer en observateur. Prenez un petit peu de recul, allez vous installer là où vous voulez, sur un petit nuage, au plafond, là dans la pièce, pour observer ce qui se passe. Nous allons aller ensemble, si vous le voulez bien, dans un bloc opératoire. Dans le bloc opératoire, le chirurgien porte un masque, l'un de ces masques dits chirurgicaux. Il porte en plus au-dessus de ce masque une bavette, de manière à avoir un double contrôle de ce qu'il pourrait expectorer lorsqu'il travaille au-dessus d'une plaie. Je crois d'ailleurs que tout le monde est ravi de savoir que le chirurgien porte un masque lorsqu'il opère. Pour autant que je sache, et de mémoire d'infirmière, on n'a jamais appelé le SAMU en bloc opératoire parce qu'un chirurgien faisait un malaise par hypoxie, parce qu'il manquait d'oxygène. Donc je crois qu'on peut clairement se dire que, vu la réalité de l'utilisation du masque, sachant que les dentistes l'utilisent également à longueur de temps, les anesthésistes aussi également, on peut bien imaginer que cette idée selon laquelle le masque vous priverait d'oxygène est une pure invention. D'ailleurs, je n'ai rien trouvé dans ce qui nous est affirmé qui soit un début de preuve, un commencement de début de quoi que ce soit qui permettrait de penser que ce soit vrai. Je vous laisse à cette observation, repensez à votre dentiste, pensez qu'un chirurgien aussi n'opère pas une appendicite en 2 minutes, il lui faut au minimum une demi-heure, et comme il y a de la préparation au niveau du patient avant, il est là dans la pièce bien avant, il est là après, le temps que le malade ressorte, et un chirurgien en général reste au bloc opératoire quelquefois sur des opérations de plus de 3 heures. Donc je pense que très sérieusement, rien qu'en se basant sur l'observation, on peut abandonner l'idée de cette hypoxie, d'autant que le masque, encore une fois, n'est pas un matériel qui vous bloque dans votre respiration, il est ouvert en fait ce masque, dont l'oxygène passe tout le temps. La deuxième théorie qui court sur ce masque, c'est donc l'hypercapnie. Alors, qu'est-ce que l'hypercapnie? L'hypercapnie, c'est au contraire une augmentation, une présence anormale, une quantité anormale de gaz carbonique qui serait liée à votre respiration. Vous inhaleriez une partie des gaz que vous avez laissé ressortir à l'expiration. Là encore, pour autant que je sache, nos chirurgiens restent en service pendant de très longues années. Les dentistes, c'est pareil. Moi, qui l'ai utilisé 26 ans, alors peut-être pas de manière continue comme un chirurgien, un dentiste ou un anesthésiste, mais régulièrement, nous n'avons pas tous terminé dans un asile, les neurones complètement HS, parce que nous aurions manqué d'oxygène et que nous aurions été au contraire en plus complètement anéanti
par ce gaz carbonique qui aurait abîmé nos cellules. Donc là aussi, je pense qu'il suffit d'une observation, d'un petit peu de logique pour se rendre compte que cette manière-là de penser n'est pas juste. Alors, pour autant, il peut se passer des choses lorsqu'on porte un masque et qu'on n'a pas l'habitude. Porter un masque demande de ventiler un peu différemment. Lorsque l'on porte un masque, il n'est pas question d'inspirer ou d'expirer rapidement. Le masque demande de se poser, de faire des gestes lents, tranquilles. Il n'est pas question de faire un jogging avec un masque, c'est absolument impossible. Là, effectivement, vous manqueriez de quantité d'oxygène et d'air de manière générale, parce qu'il faut quand même cet effort de passer cette petite barrière que représente le masque. D'un autre côté, c'est bien son effet barrière que l'on recherche lorsqu'il s'agit d'éviter d'infecter les autres ou d'être infecté. Ce qui m'amène au troisième point concernant les masques. Ce point, c'est à propos du fait que le masque ne protégerait pas, puisqu'après tout, s'il laisse passer l'air, il doit bien laisser passer les microbes, n'est-ce pas, et particulièrement les virus qui sont de tout petits microbes. Sauf que j'ai fait des recherches pour vous, donc mon regard va peut-être s'éloigner un petit peu sur le côté pour essayer de retrouver les chiffres. Un atome d'oxygène mesure 48 ppm. Un atome de carbone en mesure 67, sachant que le gaz carbonique est composé de CO2, c'est-à-dire un atome de carbone, le C, et deux atomes d'oxygène, O2. Il faudrait ajouter à ces 64 2 fois 48, ce qui en fait déjà quelque chose d'assez massif, PM là aussi. Alors qu'un virus, lui, mesure entre 50 et 80 nm. Et pour être encore un peu plus clair, je précise que le PM c'est un picnomètre et que le NM c'est un nanomètre. On est donc très très largement en dessous de ce qui est visible à l'œil nu. Bien évidemment, on est sur le plan atomique ou sur le plan viral. Donc, à partir du moment où le virus est beaucoup plus gros, 1000 fois plus gros que ne l'est un atome d'oxygène ou un atome de carbone, bien évidemment, l'idée c'est que le masque peut effectivement laisser passer l'air, mais absolument pas les virus. D'autant que le masque est fait dans un tissu particulier, vous l'aurez remarqué, n'importe qui ne peut pas fabriquer un masque dit chirurgical, ça ne se fait pas à partir de n'importe quel matériau. Dans la matière qui compose un masque chirurgical, il y a une partie électrostatique. Et c'est cet électrostatisme qui retient d'autant plus tous les virus que vous pourriez avoir à respirer, que ce soit le Covid-19 ou un banal virus du rhume d'ailleurs, puisque dans les pays asiatiques, on utilise également les masques, aussi bien pour ce Covid-19 maintenant, mais vous savez que depuis de très nombreuses années, ils l'utilisent pour toutes les infections, quelles qu'elles soient, et qui pourraient être transmises d'homme à homme. Il y a un côté un petit peu très civique dans leur manière de faire les choses. À partir de là, je vous laisse vous faire votre idée sur ce qu'est le masque, si vous devez le porter ou pas, savoir qu'en fait le masque chirurgical vous évite de postillonner sur votre voisin et si vous avez une charge virale quelle qu'elle soit, de la lui transmettre. Si votre voisin porte un masque lui aussi, bien de son côté, il évitera de postillonner sur vous. C'est en fait sur ce double effet additionné que l'on compte, que le médical compte pour en fait éviter à ce virus de trouver de nouvelles cibles et de stopper sa course. Vous savez que la courbe ne s'est jamais vraiment totalement arrêtée, le virus a toujours été là. Par contre, la courbe remonte, c'est inquiétant. Il n'y a pas que les personnes très âgées qui décèdent, il y a des jeunes qui sont décédés aussi. Dernièrement, aux États-Unis, un jeune homme d'une trentaine d'années qui était allé justement dans l'une de ces Covid parties où l'une des personnes est infectée et où on s'amuse à voir combien seront infectés après cette partie. Et il s'avère que lui l'a été, hein, évidemment, mais il ne s'en est pas remis, il en est mort. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ce sont des indications que je vous donne, ce sont aussi des
des choses que j'ai vécues moi, que j'ai pu tester moi et pour lesquelles je suis absolument convaincue. Cela dit, c'est ma croyance à moi, bien évidemment, et vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Je voulais juste apporter mon témoignage parce que c'est un témoignage vécu, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Et puis parce que quand j'ai vu cette histoire d'hypoxie ou d'hypercapnie, je me suis dit, mais enfin quand même, il suffit juste de se placer en observateur. On n'a jamais ramassé les dentistes à l'appel le soir pour les traîner jusqu'en réanimation et les oxygéner. Donc, je ne comprends pas très bien comment même ça a pu pouvoir se diffuser et comment on peut se poser des questions d'ailleurs à ce sujet-là. L'observation suffit très souvent à relativiser un certain nombre de choses. Et puis la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est cette théorie qui tourne sur Internet aujourd'hui et qui dit que ce virus aurait été en fait lâché dans la nature, entre guillemets, la nature étant cette partie qui va pouvoir nous toucher, nous humains, parce que un certain nombre de personnes, parmi les plus riches, les plus influençables, auraient décidé d'éliminer une partie de leurs esclaves, vous, moi, de cette manière-là. Et puis que si jamais le virus n'était pas suffisamment fort pour bien balayer un grand nombre de personnes sur cette planète, eh bien il est prévu que dans le vaccin qui va être trouvé sera glissée une micropuce et que c'est cette micropuce qui ensuite continuera à tuer les personnes les unes après les autres. Alors, je ne sais pas si c'est en apportant une nouvelle maladie, si c'est en ayant une toxicité particulière, mais c'est censé terminer de décimer toute population sur Terre. C'est d'ailleurs amusant. Je voudrais vous faire remarquer une chose, d'entendre que les théoriciens qui vous parlent de cette théorie en fait de vouloir balayer une partie de l'humanité parce qu'il y a trop d'esclaves, qui sont donc au courant que ce Covid est là pour nous assassiner et qui pour autant refusent de mettre le masque. Là, vous essaierez de me trouver une explication pour relier ces deux choses parce que moi, je ne suis pas arrivée à trouver une concordance entre les deux. Comment on pouvait à la fois être persuadé que ce Covid était là pour décimer l'humanité tout en étant contre le port du masque qui est une véritable protection. Là, j'ai pas vraiment, moi personnellement, j'ai pas saisi. Maintenant, si vous avez quelque chose à me transmettre, ce serait intéressant que vous me le laissiez sur les commentaires parce que j'ai pas réussi à faire un lien de cause à effet. Pourtant, j'ai de l'imagination. Que vous dire donc à propos de cette théorie? Tout d'abord, elle s'oppose bien évidemment à ce que vous disent les scientifiques, à ce que vous disent la médecine, etc., qui ont étudié ce virus, qui comprennent un peu mieux sa provenance, qui savent un petit peu plus de quelle manière il agit dans les organismes et comment aider l'organisme. On ne peut pas malheureusement encore éliminer le virus, par contre on sait mieux comment aider un organisme pour éviter la fatalité. Il y a bien sûr dans cette idée-là, derrière de deux théories, une idée de croyance. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous êtes, votre croyance penchera plus d'un côté ou plus d'un autre. Vous mettrez votre confiance plus d'un côté ou plus d'un autre. Je pourrais vous expliquer ça en prenant l'exemple d'une famille. Certaines familles sont des familles qui sont très ouvertes. On a l'habitude d'accueillir les voisins lorsqu'ils passent, on vient boire un verre, on discute, on papote. Les enfants peuvent sans difficulté accueillir les camarades, ça vient, ça va, ça bouge. On a une idée du monde très ouvert, avec l'idée aussi que les gens sont des gens sympathiques, que c'est toujours bien de faire connaissance, même si on n'a pas sur le fond, la même pensée sur tout, les mêmes idées sur le monde et sur ce qu'il faudrait faire, les mêmes avis, etc. Mais que ce brassage est quelque chose de très positif. Voilà, on est dans quelque sorte dans une représentation très optimiste de la relation à l'autre. Les enfants qui vivent bien sûr dans ces familles-là vont avoir cette tendance à accueillir l'autre avec facilité, à se laisser aborder, à ouvrir même leurs portes peut-être très facilement, peut-être jusqu'à en faire des naïfs au maximum si on imagine que l'enfant n'a pas vécu d'expérience où il aurait pu être trahi dans ses relations. Ça peut mener à la naïveté. Imaginez que tout le monde est systématiquement gentil, ça peut être un défaut.
Mais en tout cas, ça permet d'avoir des relations faciles à l'autre, ça permet régulièrement de se mettre en relation à l'autre et donc de tester sa manière de communiquer, l'accueil que l'on fait à l'autre, l'accueil que l'autre nous fait, etc. Et ça développe une certaine forme d'esprit. À partir de là, évidemment, quand vous avez l'habitude d'entendre tant d'avis, tant de personnes qui gravitent autour de vous, toutes différentes, etc., mais toutes relativement bienveillantes, lorsque les scientifiques vous expliquent les choses à propos du Covid, vous êtes dans la même bienveillance pour accueillir ce qui est dit et vous avez tendance à porter foi à ce qu'ils vous disent parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer que ça puisse être autrement. Imaginons maintenant une autre famille, une famille très fermée, une famille où l'on a appris à se méfier des autres, peut-être parce que les parents ont eux-mêmes vécu des expériences difficiles au contact des autres, peut-être parce que ces autres, c'était leurs propres parents à eux qui fermaient tout, le monde est dangereux et c'est sûr qu'il y a eu des époques où le monde était dangereux. Pas plus loin que l'époque de nos grands-parents, la plupart ont connu la guerre. Effectivement, c'était une époque dangereuse. Effectivement, certains ont connu le son des bottes allemandes sous leurs fenêtres, quelquefois les coups de poing sur la porte pour obliger à ouvrir et faire une fouille. Donc le monde effectivement extérieur peut être dangereux. C'est pas toujours un bisounours qui entre quand on ouvre la porte. Et on peut comprendre que dans ces familles, on ait gardé cette trace mnésique de la dangerosité du monde. Et à partir de là, on se moque un peu de savoir ce que peuvent penser les autres qui nous voient toujours enfermés et autres. On est dans la certitude, en faisant cela, de se protéger. On se protège en étant fermé. Donc les petits copains viennent difficilement à la maison. D'ailleurs, on laisse difficilement nos propres enfants aller chez les amis. On a toujours une petite pensée qui nous ramène à pourvu qu'il n'arrive rien. Et dans ces cas-là, évidemment, lorsque le Covid arrive et commet les dégâts que l'on connaît, 30 000 morts en France, enfin au bas mot, puisque ça va de toute façon être revu à la hausse, tous les chiffres ne sont pas encore connus, effectivement, on peut se dire, mais le monde extérieur est dangereux, mais c'est une évidence, regardez, il y a des microbes qui circulent, il y a un virus qui circule et qui fait des morts, donc le monde extérieur est dangereux. Et comme votre cerveau a besoin de faire un lien de cause à effet, il se dit mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça fait là? Comment ça se fait que c'est là? Les scientifiques vous disent d'un côté que c'est simplement là parce que il y a eu une transmission depuis l'animal jusqu'à l'homme. C'est vrai qu'on restreint de plus en plus l'espace de l'animal sauvage et que donc le virus n'ayant plus d'animaux à se mettre sous la dent va se mettre le premier humain qu'il va passer. Moi, ça me semble assez logique. Si j'étais virus et si j'avais l'intention de vivre, c'est ce que je ferais. Il vous explique également qu'après la transmission en homme étant tellement rapide, on n'a pas eu le temps avec la globalisation, les avions, les cargos, etc., d'éviter que ça se propage au monde entier. Par contre, si vous êtes effectivement dans ces familles un petit peu fermées, cette explication, elle va peut-être vous paraître un peu bizarre en vous disant oui, mais moi je prends pas l'avion, et ma voisine non plus, elle prend pas l'avion, pourtant ma voisine, elle a eu le Covid, c'est quoi cette histoire? Et si on vient vous mettre dans l'oreille que c'est peut-être une machination qui est aboutie pour éliminer une partie du monde, ça vous semblera déjà plus juste parce que venir éliminer les gens, venir les supprimer, venir les assassiner l'un après l'autre, ça reprend quand même la rhétorique de la grand-mère qui parlait des Allemands qui frappaient aux portes et qui faisaient des rafles. Il y a toujours une mémoire collective derrière notre propre façon de penser à nous également. Ne l'oubliez pas. Alors évidemment, vous pouvez choisir l'une ou l'autre théorie. Ça, c'est pas moi non plus là qui vais vous dire croyez plutôt l'une que l'autre. Je n'ai pas le droit de choisir pour vous et je vous laisse parfaitement le droit de choisir par rapport à ça. Cependant, ceux qui m'ont posé ces questions l'ont fait parce que ces personnes se sentaient prises au dépourvu, qui croire, perdues en quelque sorte. Alors je vais vous donner un moyen qui me semble absolument important de mettre en place pour que vous puissiez vous retrouver. L'idée déjà, c'est de prendre connaissance de ces théories, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient médicales, qu'elles soient conspiratrices, enfin allez regarder toutes ces théories qui foisonnent. En fonction des théories d'ailleurs, les personnes, quelles qu'elles soient, vous donnent des références. Je vous invite à prendre en note ces références et à aller les rechercher.
L'idée, c'est pas de croire tout cru ce qu'on vous sert dans une vidéo, c'est d'aller vérifier ce qui est dit derrière. La vérification, je vous conseille de la faire sur différents moteurs de recherche. Vous savez comme moi que Google vous enferme dans vos recherches une fois qu'il a fait votre profil psychologique, votre profil de recherche, le profil de vos intérêts. Lorsque vous cherchez quelque chose, systématiquement, il vous amène à des sujets, des réponses qui correspondent à votre monde, à votre façon de penser. Ce qui fait que vous n'arriverez pas à dépasser votre façon de penser pour apprendre d'autres choses, pour élargir votre carte du monde et être de plus en plus ouvert et de mieux en mieux informé. Donc faites une recherche sur Google si vous le désirez, je ne vois pas d'inconvénient, mais passez ensuite sur d'autres moteurs de recherche. Alors là encore, je vous donne mon expérience personnelle, mais encore une fois, elle ne touche que moi. Quand je fais des recherches et que je ne trouve pas ce que je veux sur Google, souvent je vais sur Quant, qui est un moteur de recherche français qui ne vous trace pas. Ne vous traçant pas, il y a un petit peu moins d'enfermement. Et de temps en temps, je fais un petit tour du côté de Lilo, qui est un moteur de recherche qui en plus a un gros avantage, c'est qu'il vous permet à chaque fois que vous recherchez quelque chose de cumuler des petites gouttes d'eau. Ces petites gouttes d'eau se transforment en argent sonnante et trébuchante que Lilo se propose de reverser à l'association que vous voulez. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Donc je passe également par Lilo lorsque je fais des recherches. Vous verrez très vite en fin de compte que vos recherches vont aboutir à un mur si ce que l'on vous raconte n'a pas de fond. Et peut-être que vous trouverez des choses intéressantes à lire et à comprendre, à ajouter à votre réflexion pour justement vous faire une idée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle consiste, une fois que vous vous êtes renseigné et que vous vous êtes fait une idée de ce que l'on vous propose dans les différentes manières de penser ou de voir les choses ou le monde dans cette période particulière, et bien de faire silence. Je vous invite à prendre le temps de méditer. Faites autant de temps de méditation dont vous en avez besoin, sur autant de jours que vous en avez besoin pour ramener le calme en vous. Il n'est pas possible de venir au contact de votre vraie nature, de votre véritable ressenti, le vôtre, pas celui que l'extérieur vous aura amené au travers des nouvelles et des informations qu'il vous a transmises, mais votre ressenti. Il n'est pas possible d'y avoir accès si vous êtes trop tendu, trop stressé, trop perclus de questions, perdu en fait aussi également je dirais dans votre loyauté, à qui vous devez donner votre confiance. Faire ce silence en vous, vous recentrer sur vous, sur une méditation, sur un voyage hypnotique comme vous le voulez. Et puis, lorsque vous êtes revenu dans ce temps de calme, de bien-être, d'alignement, simplement vous posez la question. Est-ce qu'il me semble que telle théorie est juste pour moi? Et vous allez sentir comment vous répondez, comment votre inconscient répond à cela du plus profond de vous. En règle générale, lorsque les choses sont positives pour nous, on sent un élargissement à l'intérieur de soi. Alors ça peut être vraiment l'impression qu'au niveau du ventre, quelque chose s'allège. Ça peut être l'envie de prendre une profonde respiration. Ça peut être simplement un silence posé, calme à votre question, quelque chose qui ne change rien à votre état d'alignement et de bien-être. Et puis si lorsque vous posez la question, la réponse pour vous est négative, vous allez aussi très nettement le sentir. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur de vous. Ça peut être le ventre, une douleur dans le ventre, un serrement dans le ventre. Ça peut être au niveau du plexus solaire où vous sentez que quelque chose se bloque. Ça peut être quelque chose qui reste coincé dans la gorge et ça peut être une respiration qu'il est difficile de prendre. Votre corps vous répond. Et lorsque votre corps vous répond, il vous répond à partir de votre vraie nature, de votre véritable être, et non pas à partir de la construction que vous aurez faite avec tout ce qui vous a été donné à l'extérieur et qui représente en fait votre ego et votre mental. Je vous invite donc à lâcher le mental pour répondre à ces questions. Je ne peux pas y répondre pour vous parce qu'en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de vos nombreuses expériences, qu'elles soient sur ce plan ou peut-être dans d'autres plans, en fonction de ce qui vous a été transmis par le transgénérationnel, vous êtes bâti d'une certaine manière, vous êtes un être particulier. Je vous invite à revenir vers l'être pour sentir et ressentir quelle est la position juste pour
À partir de là, vous prendrez votre décision. Elle sera obligatoirement la bonne parce qu'elle est la bonne pour vous. Et je vous invite donc, de la même manière que je le fais, de laisser tout à chacun choisir de la manière la plus juste, la plus évidente, la plus naturelle, de faire son propre cheminement et de trouver sa propre réponse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'avais jugé important de répondre à ces questions au travers d'une capsule plutôt que d'un simple écrit. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.